et avec le solide indéformable, on veut montrer quelles sont les influences des rotations sur la géométrie du solide. On définit pour ça 3 valeurs. La première, c'est le moment d'inertie, au point 0. Faites toujours attention lorsque vous marquez vos moments, que ce soit d'inertie, cinétique ou de force, l'indice vous donne à partir de quel endroit vous évaluez ce moment. C'est très important parce que c'est ça qui peut faire la différence entre une réponse juste et une réponse fausse. Donc on verra après comment on l'utilise. Donc I0, c'est le moment d'inertie. Il s'écrit, hop, comme une matrice, I1, I2, I3, hop, qui permet de se rendre compte à quel point il est difficile d'engendrer une rotation dans un des axes. Cette matrice, elle est diagonale. La valeur de I1 représente la difficulté à engendrer une rotation autour de l'axe 1, I2 pour l'axe 2, I3 pour l'axe 3. C'est comme ça qu'on crée un moment d'inertie. Si vous voulez savoir exactement comment on trouve ces valeurs, on le fait au travers d'une triple intégrale, hop, d carré, rho, d, v. Cette triple intégrale de volume sera l'objet du prochain cours. Je ne vais pas rester là aujourd'hui. Hop, ça c'est le moment d'inertie. Donc vous avez juste à savoir que c'est une matrice que vous pouvez utiliser comme telle qui représente la difficulté à engendrer une rotation dans une géométrie. Ensuite, nous avons L0, qui est un pseudo-vecteur. La définition d'un pseudo-vecteur, c'est-à-dire que ce n'est pas un vecteur physique pur et dur, c'est une valeur qu'on va représenter comme un vecteur dans le sens où ces opérations vont être définies comme dans un espace vectoriel. Hop, M0, une des premières définitions qu'on a, c'est I0 oméga. C'est assez joli. La manière qu'on a de trouver ça, ça nécessite de se faire un petit dessin. Alors, le premier, ça va être un cube, hop, dont les axes sont centrés sur le centre de gravité, axe x et z, et ce cube est en rotation autour de son axe principal z, ce qui nous fait un vecteur oméga comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un moment qui est spinal. Hop, qu'on va différencier d'un autre moment qui va être le moment orbital. Hop. Hop, toujours x, y, z. Cette fois, mon petit cube, il est là. Et puis, il a une distance r. Hop. Et puis maintenant, il tourne comme ça. On va aussi avoir un vecteur oméga comme ça. Et ça, c'est la version du moment orbital. Hop. Vous allez voir pourquoi c'est très important quand on va aborder le problème. Hop. On va se donner aussi un point d'origine. Nickel. Et puis dans ce cadre-là, on va même se donner un point P et dire que c'est une masse grand M. Voilà. J'ai posé un peu mes problèmes. Vous allez donc voir qu'il y a des moments qui sont spinaux, c'est-à-dire l'objet qui tourne autour de lui-même et de son axe principal, et puis des moments qui sont orbitaux, c'est-à-dire que l'objet va tourner autour d'un autre objet. Un exemple très concret, c'est celui de la Terre et puis de la Lune. La Lune tourne d'abord autour de la Terre, qui va être un moment orbital, et puis la Lune tourne aussi sur elle-même, et donc va avoir un moment spinal. Ça, c'est pour poser nos équations. Donc ici, cette partie-là, cette façon d'écrire le moment cinétique, ça s'écrit I0 oméga, c'est bien un vecteur, et puis il va se situer, hop, mon L0 va se situer ici, L0. Maintenant, dans ce cadre-là, si je veux l'écrire, je vais avoir une autre manière de le faire, je vais dire que c'est OP cross masse fois la vitesse. Hop. Ceci, c'est le moment orbital. La masse, la quantité de mouvement, m fois v, de cet objet, en produit vectoriel avec le rayon, la distance qui le sépare de son axe de rotation, va nous donner aussi le moment d'inertie, le moment cinétique, pardon, hop, qui sera également un vecteur comme ça dans ce cas-là. L0. Nickel. Maintenant, il y a d'autres manières de le faire aussi. Dans le cas où vous avez un moment qui est spinal, il est très difficile d'utiliser ça. Vous allez essayer de généraliser cette formule-là à un ensemble de petits éléments de volume. Ce que vous allez dire, c'est que vous allez réduire ce cube en plusieurs petits cubes
qui sont tous chacun à une distance, hop, avec un P que je vais appeler alpha. Et puis une petite masse que je vais appeler M alpha. Dans ce cadre-là, la manière qu'on va essayer de dire ce spin-là, c'est de faire une somme. Hop, c'est la somme des O, P alpha, cross, masse alpha, volume, vitesse alpha. Hop. Ici, cette somme qu'on vient de faire là, c'est comme si on faisait des subdivisions de petits cubes et que pour chacun de ces petits cubes, on va faire un moment cinétique. Et on va faire la somme de tous ces moments cinétiques. Ceci est à mettre en égalisation avec ceci, qui vous permettra de trouver soit la valeur de I0, soit la valeur de oméga, en fonction de ce qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas. Ça, c'est pour le moment cinétique. Le moment cinétique, c'est l'équivalent de la quantité de mouvement. Donc, dans un système, le moment cinétique est toujours conservé. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, vous avez une quantité de mouvement, la seule manière de changer une masse qui a une vitesse donnée, c'est d'y appliquer une force dessus. Dans le cadre du moment cinétique, si le moment cinétique est conservé en l'absence de force, ça veut dire que tant que vous n'ajoutez pas un moment de force sur un moment cinétique, il va continuer à avoir la même rotation. Concrètement, cet objet dans l'espace qui tourne sur lui-même avec une rotation oméga, tant que je ne lui fais pas un arrêt en lui posant une force quelque part, il va continuer à tourner tout seul. Hop. Donc, ce qui me permet d'introduire maintenant le moment de force. Hop. Moment de force à l'origine. Alors, on va y voir un peu la logique de construction. On a un I0, oméga point. Hop. Ceci nous indique qu'il y a bien une force qui s'applique sur un des côtés de mon cube, du côté de mon cube, si ma rotation s'accélère. Si je vais de plus en plus vite en tournant autour, j'ai bien une force qui est en train de pousser un côté pour engendrer ça, et c'est pour ça que ceci ne vaut pas 0. S'il y avait une accélération qui était nulle, dans le sens où mon cube tourne toujours à la même vitesse, je n'ai pas de force dessus, mon oméga point vaut 0. Hop, ça c'est une des premières visions. L'autre vision, c'est, hop, d de LO sur dt. Hop. Le moment de force au point O est égal à la dérivée du moment cinétique au point O. Ceci vous dit que si vous avez un moment de force, un moment cinétique qui est constant, il n'y a pas de force. C'est ça que ça nous dit. Cette manière-là, vous avez déjà vu Poisson, vous pouvez l'utiliser en disant que c'est égal à oméga cross LO. Hop. Voilà. Oméga cross LO, donc vous allez faire la dérivée de ce vecteur LO, hop, avec une formule de Poisson qui est celle de oméga cross LO. On y arrive, on a encore une dernière explication. On a le OP alpha, OP cross F. Le moment de force, c'est un vecteur, hop, si j'attribue une force dans ce côté-là, hop, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer un moment de force. Mon moment de force, il va se retrouver, hop, ici. C'est le M0. Et ce moment de force, comme je pousse de ce côté-là, il va faire en sorte que ma rotation de mon cube soit plus grande, il va être de plus en plus vite, donc mon LO va changer, il va devenir de plus en plus grand. C'est parce que j'y applique un moment de force qui est dans la même direction que la rotation. Si j'applique une force qui s'oppose à la rotation, mon L0 va gentiment être réduit parce que mon M0 va être lui dirigé vers le bas. Ça, c'est la relation qu'il y a, c'est la danse qu'il y a entre un moment de force et puis un moment cinétique. Dernière étape, cette logique qu'on a de déconstruire les petits éléments de volume pour en tirer un moment cinétique, on peut l'avoir pour la force aussi. Hop, c'est donc, hop, j'ai pas la bonne couleur, c'est pas grave, elle est là. Hop, c'est égal à la somme sur alpha des O, P, alpha, cross, F, alpha. Hop, ceci veut dire que si vous avez des forces qui s'appliquent à plusieurs endroits de votre objet, eh bien, pour avoir le moment de force totale, c'est la somme de tous ces petits moments de force que vous allez utiliser ça en exercice. Voilà. Ça, c'est un résumé sur comment est-ce qu'on aborde le solide indéformable. Moment d'inertie, moment cinétique, moment de force. Les relations que vous avez ici sont très utiles pour résoudre les problèmes.
vous allez vous rendre compte que vous pouvez d'une certaine manière appliquer une formule avec un I0 oméga point pour analyser l'accélération angulaire, puis finalement vous allez vous rendre compte que ça permet de vous isoler cette information-là. Le but, ça va vraiment être de jongler avec plusieurs expressions de ces mêmes équations et des égalités pour faire apparaître les valeurs que vous voulez. Retenez le fait qu'il y a un moment qui est spinal, qui représente la rotation propre d'un objet, et puis un moment orbital, ce qui représente l'orbite autour d'un autre objet. Voilà, ça c'est pour le cours sur les moments. Maintenant, si vous voulez savoir à quel point c'est important, lorsque j'ai commencé mon premier cours de physique à l'EPFL, le professeur en CNA, il nous a regardé et puis nous a dit « Vous êtes des physiciens. Vous n'êtes pas là pour répondre au pourquoi, vous êtes là pour répondre au comment. » Et ça, plus vous posez cette question, plus vous éviterez de réfléchir à des choses qui ne valent pas la peine. Ici, j'ai un petit fun fact, parce que j'avais oublié de faire ça d'ailleurs. La physique, ça vous sert à éviter de passer pour des quiches. Ça vous sert à comprendre un peu ce qui se passe, et puis c'est l'étude de la nature, profondément. Je vais donner un exemple qui est assez drôle. Hop, voici la Terre. Hop. Autour de cette Terre, on a la Lune. Magnifique. Hop. Et puis, je vais me mettre un autre petit repère pour la Lune. Hop. Qu'est-ce qui se passe? La Lune, elle tourne autour de son axe, et puis elle tourne autour de celui-là aussi. Oméga. Et non, ce n'est pas une erreur, ce que j'ai écrit là. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1972, la mission Apollo 12, elle a lâché un de ses lanceurs directement sur la Lune. Et les sismographes qui avaient sur la Lune ont enregistré un séisme qui a duré 1 heure. 1 heure de résonance, de choc du lanceur sur la Lune. C'est énorme. Et puis ce qu'on a dit, c'est que donc la Lune est creuse. Elle résonne comme si c'était une forme de... Comment on appelle ça? Une bell. Une cloche, ouais. Comme si c'était une cloche. Ce qui a laissé croire à tout le monde que oui, elle était creuse. Puis à ça, c'est ajouté une autre chose. Les gens se sont dit, mais attendez, elle est potentiellement creuse, et pourquoi est-ce qu'elle tourne à exactement la même vitesse que sa rotation autour de la Terre? En fait, la Lune a une rotation synchrone. C'est-à-dire que la rotation qu'elle fait autour d'elle-même est à la même vitesse angulaire que la rotation qu'elle fait autour de la Terre. Ce qui fait que le oméga ici est bien le même. C'est un cas très très particulier, mais on pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un vaisseau dedans? Des aliens qui auraient posé la Lune et qui font en sorte qu'elle soit toujours de la même manière orientée vers nous? C'est des théories qui sont sorties dans les années 70. Et ça, quand on ne fait pas de physique, c'est très très facile de se faire convaincre. Maintenant, on va analyser les deux problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on a observé qu'il y a des sismographes qui étaient posés à différents endroits qui ont enregistré cette vibration constante pendant plus d'1 heure. Alors, l'explication, elle vient du fait qu'elle résonne parce que le sédiment lunaire n'est composé d'absolument rien. Et comparé à un séisme sur Terre, où il y a de l'eau, où il y a toute une souche, c'est-à-dire des racines, un mycélium, qui vont en fait avoir un effet pour emmagasiner l'énergie d'un séisme et donc vont l'amortir. Sur la Lune, il n'y a absolument rien de ça. Donc c'est assez normal en fait qu'un séisme se propage et puis continue à se propager parce qu'il n'y a rien pour amortir son propre séisme. Ça, c'est pour la partie, elle résonne. Donc, en fait, elle n'est pas vide, elle est bien remplie et puis elle a une densité qui est un peu plus légère que celle de la Terre. Mais donc, elle n'est pas creuse. Puis deuxième étape, le fait que sa rotation soit synchronisée, en fait, quand on essaie d'analyser ce problème-là, on va se dire quel est le... Hop, je me donne un point T, un point G. Je vais me dire, ok, LT, ici, ça va être égal à la somme de mes RI cross PI, qui est ma quantité de mouvement, hop, somme sur 2, de 1 à 2, avec, alors, R1, c'est le rayon terrestre, R2, c'est le rayon lunaire, et ceci, c'est la quantité de mouvement. Alors, P1, c'est la quantité de mouvement de la Lune, donc masse fois vitesse de la Lune, et puis P2, c'est aussi la quantité de mouvement, plus difficile à expliquer. Mais ce
Ce qu'on va avoir ici, c'est que quand on fait cette somme-là, LT, il va être égal alors. Le premier, quand je prends le rayon terrestre et puis la quantité de mouvement, ce que je représente, c'est le moment orbital, donc c'est la rotation de la Lune autour de la Terre, qui vaut donc R1 cross P1, et puis mon L2, ça va être égal alors R2, qui est mon rayon lunaire, cross ma quantité de mouvement 2, que j'ai volontairement pas marqué ici, qui vaut donc P2, et ceci, j'ai le droit d'écrire que c'est IG oméga. Voici ceci. Je ne peux pas le faire, puisque j'ai une distribution de masse de petits éléments de volume de ma Lune qui sont répartis autour d'un point fixe. Donc ça, je ne pourrais pas le faire. Il faudrait que je fasse la somme de tous ces petits moments de force, et je le fais au travers de IG oméga. Ce que j'arrive à montrer ici, c'est que ceci, LT, doit être absolument constant. C'est ce que nous apprend la physique. Le moment cinétique est conservé. Et en fait, le moment cinétique de orbital et spinal sont reliés par cette relation qui font que si la Lune était un petit peu plus loin de nous, elle tournerait un peu plus vite. Si elle était plus proche de nous, si elle était plus proche de nous, elle tournerait plus vite. Si elle était plus loin de nous, elle tournerait plus lentement. Elle est à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, et c'est tout. Et la raison pour laquelle elle tourne comme ça, elle est là. C'est que le moment de force, le moment cinétique total, il est conservé. La physique, ça sert à éviter de se faire berner. C'est relativement cool. Plus vous vous entraînerez à avoir des trucs comme ça, plus vous allez commencer à voir ce monde en posant des axes un peu partout, et puis à vous poser plus de questions que les simples conspirationnistes qui pensent qu'il y a des aliens qui sont cachés dans la Lune.